Bonjour, Samira et moi-même, on vous donne la bienvenue à cette conférence dans les cycles de conférences de l'UPVD. Et donc, on aimerait tout d'abord remercier Christelle Parchemin parce que je pense qu'elle a beaucoup de qualités. Je viens de la rencontrer, mais je pense qu'elle a beaucoup de qualités. Et c'est le fait déjà de proposer une conférence pour nous à l'université avant même d'avoir son doctorat. Donc ça, c'est vraiment très très bien parce que c'est un prélude d'une belle carrière universitaire, parce que les gens qui se lancent, ce sont des gens qui arrivent loin et bien, n'est-ce pas? Voilà. Donc, elle fait une thèse avec deux directrices, donc Betty Falex qui est là, du CEFREM, et notre collègue aussi Nathalie Tapissier, qui est donc du CRIOB, avec un encadrement, pardon, qui est de Pierre Sassal, qui est aussi lui au CRIOB. Voilà. Donc, malgré sa jeunesse, elle a déjà 5 articles publiés et 8 communications orales et écrites. Elle a aussi encadré un master 1 ici, 2 master 1, pardon, ici à l'université de Perpignan. Elle est, donc, avant qu'elle ait son contrat doctoral avec nous en 2019, elle était assistante de recherche, donc à Brest, j'imagine votre lieu d'origine, non? C'est pas la Bretagne par là, c'est la Normandie, alors c'est pas tout à fait le même endroit, mais en tout cas, elle a déjà travaillé donc en tant qu'assistante de recherche à Brest, à Lorient et ici à Perpignan, mais aussi aux États-Unis, en Floride. Donc ça veut dire que vous avez aussi une très belle carrière future, mais déjà aussi présente dans votre formation à la recherche. Et comme un bon chercheur ou un enseignant-chercheur, elle a aussi des responsabilités administratives puisqu'elle est membre élu du conseil d'administration junior du réseau francophone des métabolomiques et fluxomiques. C'est aussi quelque chose de très important parce que justement, parfois les étudiants sont peu engagés à tout ce qui est la vie universitaire. Donc c'est aussi très, très bien pour dans votre parcours. Donc, elle va nous parler. Donc, sa conférence s'intitule Potentialité de 2 espèces d'algues rouges du genre Asparagopsis, effet sur la physiologie de l'anguille européenne et sources pathogènes. Donc, comme d'habitude, elle a 45 minutes de présentation et après, nous, on va vous poser des questions. Merci beaucoup. Merci pour cette gentille et juste introduction de mon parcours. Donc en effet, je vais vous présenter une partie des résultats de ma thèse, donc que je soutiens le 8 juin. Donc ce sont quelques exemples des résultats que j'ai pu obtenir. Alors donc, on va commencer par mon modèle biologique, qui est l'anguille européenne, donc de l'espèce Anguilla anguilla. C'est le seul représentant du genre Anguilla en Europe. Vous avez donc ici, sur cette diapositive, quelques photos des différents stades de vie de l'anguille, avec, bon, là il est craché, on va enlever ça. Avec, sur la droite, donc le stade civelle, qui correspond donc aux anguilles bébés, entre guillemets, et les stades plus adultes, donc à gauche et au milieu. Donc c'est un poisson qui a une importance écologique par sa position dans les écosystèmes, puisqu'elle est à la fois prédateur de petits crustacés et petites larves d'insectes, mais aussi proie d'oiseaux qui consomment des poissons. Elle a aussi une importance économique, puisque il y a une grosse production en Europe d'anguilles par aquaculture, et en France en particulièrement, il y a environ 400 tonnes d'anguilles qui sont pêchées chaque année, par environ 600 professionnels, dont 160 en Occitanie. C'est aussi donc un organisme qui a un cycle de vie fascinant. Donc ici, c'est un planisphère avec à gauche l'Amérique et à droite l'Europe et l'Afrique.
Et donc son cycle de vie commence en mer des Sargasses, qui est ici donc à l'est des États-Unis, où donc les œufs vont éclore et former des larves. Ces larves vont entamer une migration transocéanique. Une fois donc arrivées aux côtes européennes, ces larves seront donc sous le stade civelle, donc j'ai montré la photo juste avant. Et ces civelles donc vont entamer une migration dans les cours d'eau européens, donc en remontant les rivières, en s'établissant dans les lagunes. Elles vont donc à ce stade être des anguilles jaunes. Et ensuite, donc après des années de croissance dans les cours d'eau, ces anguilles jaunes vont faire la migration inverse, redescendre les cours d'eau et commencer donc la migration inverse transocéanique. Donc elles vont subir des métamorphoses et elles vont être donc à ce stade des anguilles argentées. Donc elles vont traverser à nouveau l'Atlantique pour aller jusqu'en mer des Sargasses, où elles vont donc pondre leurs œufs et mourir donc en mer des Sargasses. Donc voilà, on a donc un poisson qui a un cycle de vie fascinant. Par contre, c'est une espèce qui est considérée en danger critique d'extinction. Donc vous pouvez voir sur la gauche, ce sont les données de capture d'anguilles depuis les années 1950 jusqu'à 2010, et on peut voir qu'à partir des années 1970, il y a une diminution des tonnes d'anguilles capturées. Et depuis 2008, l'UICN a classé l'espèce comme en danger critique d'extinction. Parmi donc les facteurs qui causent cet effondrement de la population d'anguilles européennes, il y a la surpêche, qu'elle soit professionnelle ou récréationnelle, il y a la fragmentation et la destruction de l'habitat, la pollution de son milieu, et aussi les pathogènes. Donc si certaines choses sont mises en place contre certains de ces facteurs, comme par exemple donc, au niveau de la pêche, la mise en place de quotas de pêche qui limitent la quantité d'anguilles qui sont prélevées. Au niveau de la fragmentation et de la destruction de l'habitat, il y a des aménagements. Donc par exemple, sur la photo ici, c'est l'aménagement donc d'un barrage avec la création de passes à civelles qui permettent aux anguilles juvéniles de remonter les cours d'eau et de passer au travers du barrage. Au niveau des pollutions, donc il y a des suivis. Par contre, au niveau des pathogènes, il n'y a pas énormément de choses qui sont mises en place. C'est principalement du suivi, notamment du nombre de parasites qu'on retrouve dans les anguilles. Et justement, donc, en parlant des pathogènes qui affectent l'anguille européenne, donc il y en a plusieurs types. Il y a les virus, les bactéries, qui vont provoquer des hémorragies, des septicémies et qui peuvent causer la mort des individus. Et il y a aussi donc les parasites, dont vous pouvez voir des photos ici, donc à droite et au milieu notamment. Ici, donc, c'est l'exemple d'un parasite qui est un petit ver, qui se loge dans la vessie gazeuse de l'anguille, qui est l'organe qu'on peut voir sur la photo du milieu. Cet organe leur permet c'est l'organe de flottaison des anguilles qui leur permet de se maintenir dans la colonne d'eau. Et donc, la présence du parasite dans la vessie va directement impacter la capacité de nage des anguilles. Donc ces pathogènes vont avoir un rôle dans l'effondrement des populations, mais aussi vont provoquer des pertes économiques, puisque du coup on va avoir une diminution, un effondrement de la population, donc moins de pêche, donc des pertes économiques, et elles ont aussi un impact en aquaculture, en créant encore une fois de la mortalité, et donc une diminution du nombre d'anguilles dans les aquacultures, en aquaculture. Donc on peut identifier plusieurs problématiques par rapport à ces pathogènes, sachant qu'actuellement, donc pour diagnostiquer les pathogènes, ce sont des méthodes qui sont létales. Donc comme je vous ai montré par exemple sur la photo, pour diagnostiquer le parasite, on est obligé actuellement de tuer l'anguille, d'extraire la vessie gazeuse et de compter le nombre de parasites, ce qui dans le cadre d'une espèce en danger critique d'extinction est quand même relativement problématique. Au niveau des traitements contre ces pathogènes, en fait, même en aquaculture, on utilise encore principalement les antibiotiques qui peuvent donc persister dans l'environnement et qui créent aussi des problématiques de pathogènes qui deviennent résistants. Et donc l'efficacité à long terme reste limitée. Donc il faudrait de nouveaux outils qui permettraient des détections précoces et non létales, mais aussi donc des traitements efficaces sur du long terme et respectueux de l'environnement. Or, donc justement, depuis quelques années, il y a des traitements alternatifs qui sont mis en place, notamment donc la vaccination et le développement d'alimentation enrichie en plantes ou en algues qui sont donnés aux anguilles. Et donc à la fois la vaccination et les traitements à base de plantes ou d'algues, ils ont l'avantage d'être préventifs, donc ils sont administrés avant même l'infestation ou l'infection par les pathogènes.
Et il y a aussi des études qui ont montré que notamment l'alimentation enrichie par des plantes ou des algues aurait un bénéfice du coup sur la croissance d'anguilles. Alors on pourrait se demander pourquoi utiliser des algues en complémentation comme traitement. En fait, les algues ont une valeur nutritionnelle importante. Elles sont riches en protéines, en acides aminés, en minéraux. Pardon. Elles ont aussi de nombreuses activités biologiques et d'ailleurs, les algues sont déjà utilisées dans nos cosmétiques. Par exemple, ici vous avez sur le diaporama quelques exemples de crèmes qui sont qui contiennent des extraits d'algues ou qui sont à base d'algues. Et en plus, donc, il y a une certaine disponibilité de la biomasse dans la mesure où des espèces d'algues sont soit cultivées, certaines espèces sont cultivées, et il y a aussi des problématiques d'algues envahissantes qui prolifèrent, et donc ça fait de la biomasse qui est disponible pour de la valorisation dans différents domaines. Alors sur cette image, donc c'est moi, et du coup c'est pour vous montrer un exemple d'une algue envahissante. C'est une photo qui a été prise donc à Banyuls-sur-Mer, pour vous montrer donc juste à côté de Perpignan, on a aussi des problématiques d'algues envahissantes. Et cette espèce en particulier, elle appartient au genre Asparagopsis, donc c'est l'espèce qui est ici sur la gauche, Asparagopsis armata. Et il y a une deuxième espèce dans le même genre, qui est Asparagopsis taxiformis. Mais Asparagopsis taxiformis, par contre, on la trouve pas sur nos côtes, mais elle est également considérée envahissante, mais plutôt elle a plutôt une répartition en eau chaude, voire tropicale. Donc on la trouve à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Ce sont des algues qui sont connues pour leurs activités biologiques intéressantes. Donc on peut citer des propriétés antioxydantes, antibactériennes, antiparasitaires, immunostimulantes et plus récemment, une activité antiméthanogène a été décrite pour ces algues. En fait, ils ont trouvé que le fait d'inclure ces algues, et peut-être le méthane, c'est un des gaz à effet de serre. En plus, donc, ces algues, en particulier Asparagopsis armata, est déjà cultivée en France, donc en plus d'être envahissante. Et pour la seconde espèce, sa culture est en cours de développement. Donc on a à la fois des algues qui présentent des activités biologiques intéressantes et à la fois donc leur biomasse est disponible. Donc ces algues ont un potentiel de valorisation assez important, que ce soit dans l'industrie, pour l'alimentation, donc comme j'ai dit, de bovins, pour la santé, la cosmétique ou encore l'alimentation humaine. Le potentiel de ces algues a aussi été évalué pour l'aquaculture. Donc on a, dans la littérature, donc ils ont formulé des alimentations enrichies avec l'une ou l'autre des deux espèces. Ils ont donné donc cette alimentation à différentes espèces de poissons ou de crevettes, donc comme vous pouvez observer quelques exemples. Et ce qu'il a été trouvé, donc, c'est que dans certains cas, il y avait à la fois une meilleure croissance des poissons par rapport à des poissons avec un régime témoin, mais aussi une surexpression de certains gènes liés à l'immunité, qui pourrait signifier que donc ces poissons auraient une meilleure résistance face à des pathogènes. En revanche, pour l'instant, aucune étude, justement, n'a vraiment démontré que l'immunostimulation avec ces algues en particulier pouvait avoir un effet préventif ou curatif contre les pathogènes. Donc, l'objectif de ma thèse était justement d'étudier l'effet de ces deux algues rouges, du genre Asparagopsis, sur la physiologie de l'anguille européenne, donc un poisson en danger critique d'extinction et qui est menacé par des pathogènes. Ce qui est connu, c'est que les activités biologiques, notamment des algues, sont fortement liées à la composition chimique. Concernant donc nos deux algues, on sait, comme je vous ai dit, qu'on a une grande diversité d'activités biologiques. La composition chimique est également assez bien connue, elle a été décrite, elle est étudiée depuis les années 70. En revanche, il y a très peu d'études qui lient à la fois études de l'activité biologique et études de la composition chimique, donc il y a un réel manque à ce niveau-là. Il y a aussi des études qui reportent des différences d'activité biologique entre les deux espèces. En revanche, au niveau de leur composition chimique, il n'y a pas d'études qui ont été réalisées sur ces deux espèces en même temps pour essayer de comprendre d'où vient cette différence d'activité biologique. Et il a aussi été donc rapporté des variations temporelles et spatiales, à la fois des activités biologiques et de la composition chimique. Donc ici, on a identifié quelques manques, on va dire, dans la littérature, qui sont pourtant essentiels justement pour valoriser ces algues. Donc on a identifié des sous-objectifs à l'objectif principal, qui est donc, parmi les deux espèces, est-ce qu'on peut prioriser une espèce pour des applications dans l'aquaculture?
Est-ce qu'il y a une période de collecte qui est à prioriser? Donc, puisque, a priori, on a des activités biologiques et une composition chimique qui varient au cours du temps, donc on aurait, dans ce cas-là, des périodes de collecte avec un maximum d'activités biologiques, et donc il faudrait prioriser ces périodes de collecte, mais il faut donc les définir. On a aussi donc une question qui est liée donc à est-ce que l'algue est bénéfique ou toxique pour l'anguille, et également donc est-ce que l'algue a un effet sur les pathogènes de l'anguille. Pour donc notre première question, on a étudié donc les variations de l'activité antibactérienne et antiparasitaire des deux espèces sur des pathogènes de l'anguille européenne. On a évalué donc la différence de composition chimique et on a aussi évalué l'appétence de l'anguille pour l'une ou l'autre des deux espèces. Donc pour cela, nous avons collecté les algues, donc comme vous pouvez voir, à différents lieux, donc à Bagnols-sur-Mer, à Moorea, en Italie, à Marseille et en Bretagne. Et à partir donc de ces échantillons d'algues, on a réalisé des extractions qui permettent donc d'extraire les composés chimiques des algues qui, a priori, seraient intéressants pour nous. Et donc après, pour évaluer l'effet antibactérien, on utilise donc une méthode qui s'appelle la méthode des disques, la méthode de diffusion des disques. Donc en fait, on met l'extrait d'algues sur des petits disques en papier. Et ces disques en papier, on va les mettre sur une boîte de pétri qui contient une gélose sur laquelle on a mis une bactérie pathogène pour l'anguille. Et donc, si l'extrait contient des molécules qui sont potentiellement bactéricides, ces molécules vont diffuser et vont avoir un effet inhibiteur de la croissance de la bactérie. Et donc, comme on peut voir sur l'image ici à droite, on va avoir donc une zone d'inhibition autour de disques où on n'aura aucune croissance de la bactérie. Et ce qu'on fait, nous, donc, c'est qu'on mesure justement cette zone d'inhibition, et c'est ce qui va traduire donc l'effet antibactérien de nos extraits. Donc ici, je vous présente quelques exemples de résultats qu'on a pu obtenir. Donc ces graphiques présentent justement donc les diamètres d'inhibition de la zone bactéricide qu'on a mesurée. Donc pour les échantillons collectés à Marseille à gauche et pour les échantillons collectés en Italie à droite. Et ce qu'on peut voir, donc, c'est que d'une part, on a une activité antibactérienne des deux espèces, mais que cette activité bactérienne, a priori, ne varie pas énormément entre les deux espèces, puisqu'on peut voir que les diamètres d'inhibition mesurés, donc en haut, ne sont pas différents entre les espèces. On a ensuite évalué l'effet antiparasitaire de nos extraits. Donc pour ça, on a récupéré donc des parasites de l'anguille à partir d'anguilles infestées dans la nature qui ont été pêchées et qui étaient infestées naturellement. On a donc disséqué les vessies gazeuses et récupéré les parasites qu'on a déposés dans des boîtes de pétri qui contenaient de l'eau, comme vous pouvez voir sur la photo à droite. Et ensuite, donc, on a ajouté quelques millilitres d'extrait dans ces boîtes de pétri et on observait ensuite la mortalité du parasite pendant 2 heures. Ici, donc, quelques résultats. Donc, ce sont des courbes, des probabilités de survie des parasites exposés aux extraits au cours du temps. Donc chaque courbe représente une condition et vous avez donc en abscisse le temps après l'exposition aux extraits. Et donc parmi les résultats, on a vu donc que le parasite était sensible aux extraits d'algues puisque les courbes bleues ici donc montrent qu'on a un effondrement de la probabilité de survie des parasites. Autrement dit, tous les parasites étaient morts donc à gauche après environ 40 minutes d'exposition aux extraits et à droite après environ 1 heure d'exposition aux extraits. On a vu qu'il y avait un effet dose puisqu'on a testé 3 concentrations différentes et qu'aux concentrations les plus faibles, donc qui correspondent aux courbes vertes, on n'avait globalement pas d'effet sur la survie du parasite. Enfin, on a observé donc des différences entre les deux espèces puisqu'à la concentration intermédiaire, qui est représentée par la courbe orange, on voit que à gauche, avec donc l'espèce Asparagopsis mata, la courbe se prolonge très longtemps et on a un effondrement vraiment après 2 heures d'exposition aux extraits, alors qu'à droite, dès 1 heure, on a le même effondrement quasiment qu'aux concentrations les plus fortes. Donc on a des différences d'effets antiparasitaires des deux espèces sur notre parasite. On s'est ensuite intéressé donc à la composition chimique des deux espèces. Donc pour ça, on a fait une analyse métabolomique qui consiste à étudier toutes les petites molécules qui sont contenues dans un échantillon à un instant T. Et ensuite, donc, on peut faire des comparaisons de ces compositions chimiques entre différents échantillons. Donc ces analyses ont été réalisées à la plateforme Biodemar de l'Université de Perpignan.
Elles permettent d'obtenir donc des matrices qui comportent un ensemble de variables, et chacune de ces variables correspond à une molécule détectée dans l'extrait. On va ensuite réaliser des analyses statistiques et on va utiliser des représentations qui vont nous permettre d'avoir une visualisation de la composition chimique des échantillons. Par exemple, donc là c'est juste un exemple, mais ici, ce qu'on peut voir, donc chaque point représente un échantillon avec sa composition chimique, et donc plus les points sont proches et plus leur composition chimique est semblable. Donc ici, plus concrètement sur nos deux espèces, donc sur cette figure, les points bleus représentent l'espèce Armata, les points oranges l'espèce Taxiformis, et chaque forme de point des lieux de collecte différents. Et ce qu'on peut voir, donc, c'est que globalement, les points bleus qui correspondent à notre espèce sont assez regroupés sur la gauche, alors que les points oranges qui correspondent à l'autre espèce sont plutôt regroupés à droite. Donc, on a bien une séparation des échantillons en fonction de l'espèce, et donc, ça nous montre qu'il y a une composition chimique qui est différente entre les deux espèces. Ici, donc l'étape ensuite, c'est d'essayer d'identifier des molécules qui diffèrent entre nos deux espèces. Ici, donc, je présente quelques exemples. Donc, vous avez sur ces graphiques, donc chaque point noir représente un échantillon de l'espèce. Donc, vous avez en bleu une espèce, en orange l'autre espèce, et en ordonnée, donc vous avez l'intensité relative de la molécule dans chacun des échantillons. Et ce qu'on peut voir donc sur ces 4 molécules, c'est que globalement, donc les points qui correspondent à l'espèce Armata ont une abondance relative supérieure à celle de l'autre espèce. Donc ces molécules, notamment les deux en haut, donc l'acide isétionique et la taurine, correspondent à des molécules qui sont reliées à des processus d'osmorégulation, donc de maintien de l'osmolarité de l'organisme, et les deux du bas correspondent à des lipides. Et ce qu'on pense, c'est que ces molécules, en fait, pourraient être produites par l'espèce Armata en particulier et pas l'autre espèce en lien avec sa distribution géographique qui est légèrement différente que l'autre espèce, puisque cette espèce vit dans des environnements où l'eau est légèrement plus froide, avec un peu plus de variations, de changement de l'environnement, ce qui pourrait donc impacter davantage son métabolome, et donc aboutir à ce type de molécules, enfin à des productions différentielles de ce type de molécules. Ensuite, donc, on a évalué les différences d'appétence d'anguilles nourries avec soit donc l'espèce, enfin avec chacune des deux espèces à différents pourcentages. Donc vous pouvez voir à gauche des formulations de nourriture d'anguilles à laquelle on a ajouté donc nos deux espèces d'algues. Ici, vous avez une petite l'alimentation ici supplémentée avec l'espèce Taxiformis à 3%. Donc on voit bien que c'est bien cette alimentation riche en algues. En revanche, pour l'autre espèce, on a observé des comportements de recrachage, de refus d'alimentation complètement, et surtout donc au pourcentage assez élevé. Et ça s'est également traduit par une croissance beaucoup plus faible des anguilles qui étaient nourries avec l'autre espèce. Donc, si je reprends ma question, une espèce est-elle à prioriser? On a vu qu'on n'avait pas de différence d'activité antibactérienne entre les deux espèces. Par contre, on a une différence d'activité antiparasitaire avec l'espèce Taxiformis qui avait une activité plus élevée. On a vu aussi que les anguilles avaient une appétence a priori plus élevée pour l'espèce Taxiformis et qu'elles avaient une meilleure croissance quand elles étaient nourries avec cette algue. On a aussi vu qu'on avait des différences de composition chimique qui pourraient d'ailleurs expliquer les différences d'activité observées et aussi d'appétence. Et donc, globalement, il semblerait que l'espèce Taxiformis soit à prioriser pour des applications en aquaculture. On s'est ensuite intéressé donc à la temporalité à la fois des activités antibactériennes et de la composition chimique en essayant de répondre à la question faut-il prioriser une période de collecte de l'algue ou est-ce que cette activité et sa composition chimique est pérenne toute l'année et dans ce cas on peut collecter l'algue à n'importe quel moment. Donc en se basant sur le fait que l'espèce Taxiformis était à prioriser, on a donc collecté cette algue donc à Moorea, puisque comme je disais avant, cette espèce ne pousse pas ici en France, mais plutôt dans des lieux où l'eau est plus chaude, donc comme à Moorea ou en Polynésie française.
Donc on a collecté cette algue en 2020 et en 2021 sur plusieurs mois de l'année pour avoir un suivi temporel. Et de la même manière, donc on a réalisé des extractions. Ici, donc, je présente des résultats d'activités antibactériennes qui ont été réalisés de la même manière qu'avec les deux espèces, donc en faisant la méthode de diffusion des disques, où on a mesuré ensuite cette même zone d'inhibition de la croissance des bactéries. Et ce qu'on peut voir, c'est que d'une part, donc, on a une activité qui est quand même, on a une activité sur tous les mois de collecte, donc à la fois en 2020 à gauche et en 2021 à droite, mais qu'en plus, on a peu de variations de cette activité, donc a priori une activité antibactérienne qui est pérenne toute l'année. Concernant la composition chimique, donc on a procédé de la même manière que précédemment. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que contrairement à la figure que je vous ai présentée tout à l'heure, ici on voit qu'on n'a pas une séparation nette des points, mais qu'au contraire, ils sont plutôt tous regroupés. Et quand on regarde, comme on a des collègues par exemple en février, mai, juin, juillet, quand on regarde indépendamment chacun de ces groupes, on n'a pas une on voit pas une représentation qui suivrait une temporalité logique et claire. Ce qui nous amène donc à penser qu'on n'a pas de variation temporelle de la composition chimique. Donc à la question, une période de collecte est-elle à prioriser? Finalement, par rapport à ce qui avait été décrit dans la littérature, nous, on a observé donc pas de variation temporelle de l'activité antibactérienne et pas de variation temporelle de la composition chimique. Ce qui signifierait qu'on peut collecter l'algue à n'importe quel moment de l'année et qu'on retrouverait notre activité antibactérienne. Ensuite, donc, on s'est intéressé à l'effet de l'algue sur l'anguille, donc à savoir si elle est plutôt bénéfique ou toxique pour l'anguille. On a regardé ça donc à travers la croissance d'anguilles nourries avec l'algue, mais aussi à travers de l'effet sur le transcriptome. Donc le transcriptome, c'est le deuxième processus biologique, deuxième niveau des processus biologiques. On a tout ce qui concerne le génome, donc les gènes en premier, puis après tout ce qui concerne le transcriptome, qui est donc la transcription du génome. Donc pour évaluer l'effet de l'algue sur l'anguille, on a donc formulé la nourriture, puisqu'on avait vu précédemment qu'elle préférait donc l'espèce Taxiformis à 3%, donc on a formulé cette nourriture à cette proportion avec cette espèce. Puis pendant 4 semaines, donc on a nourri nos anguilles, soit avec une alimentation enrichie en algues, soit avec une alimentation non enrichie. On a fait des prélèvements donc au temps zéro pour avoir la croissance et la taille donc avant l'alimentation, et des prélèvements après 4 semaines pour comparer la croissance de nos anguilles nourries avec l'algue ou pas, et pour évaluer donc l'effet sur le transcriptome. Donc en termes d'effet sur la croissance, sur ce tableau, vous avez le gain de taille en pourcentage et le gain de poids en pourcentage, qui est donc calculé en comparant donc la taille au temps initial et la taille après 4 semaines. Vous avez à gauche les anguilles avec la nourriture témoin et à droite les anguilles avec la nourriture enrichie en algues. Ce qu'on peut voir donc, c'est qu'après 4 semaines, on avait un gain de taille d'environ 5% pour les anguilles dont l'alimentation n'était pas enrichie en algues, et un gain de taille de environ 1% pour les anguilles nourries avec l'algue. Ce gain de taille n'était pas significativement différent. En revanche, quand on regarde le gain de poids, pour les anguilles témoins, on est à un gain plutôt négatif de moins 0,6%. Par contre, quand on regarde les anguilles qui ont été nourries avec l'algue, là, après 4 semaines, elles ont perdu jusqu'à moins 16% de leur poids. Donc, ces premiers résultats nous poussent plutôt à penser, a priori, à un effet plutôt toxique de l'algue, puisqu'on a une perte de poids qui est assez conséquente pour l'anguille. On a donc ensuite regardé l'effet sur l'expression des gènes, pour essayer de comprendre un peu plus au niveau du métabolisme de l'anguille, ce qui se passait réellement lorsqu'on la nourrissait avec l'algue. On a vu une surexpression de certains gènes liés à la détoxification, et on a vu une sous-expression de certains gènes liés à l'immunité et à la biosynthèse de molécules. Donc ici, encore une fois, on irait plutôt sur l'hypothèse que l'algue est plutôt toxique pour l'anguille, puisque même au niveau, quand on regarde au niveau de son métabolisme, au-delà de sa croissance, on voit qu'on a la mise en place de processus de détoxification. Donc à la question, l'algue est-elle bénéfique ou toxique pour l'anguille?
on voit qu'il n'y a pas d'effet bénéfique sur la croissance et qu'au niveau du transcriptome et donc d'un potentiel effet immunostimulant, on n'irait pas du tout dans ce sens, mais au contraire plutôt sur un effet toxique. Et donc on a vu que justement ces processus, la mise en place de ces processus de détoxification liés à l'alimentation avec l'algue serait peut-être au détriment de l'immunité de l'anguille. Donc dans un quatrième temps, on a regardé si l'algue avait un effet préventif ou curatif sur les pathogènes de l'anguille, en se concentrant donc sur le parasite Anguillecula crassus, en regardant si les anguilles nourries avec l'algue avaient moins de parasites dans leur corps que les anguilles nourries avec l'alimentation classique, et en étudiant aussi l'effet sur une bactérie, en regardant donc si les anguilles nourries avec l'algue avaient une survie améliorée par rapport aux anguilles qui n'ont pas été nourries avec l'algue. Pour cela, donc, après les 4 semaines d'alimentation avec l'algue, on a réalisé donc une infestation avec le parasite. Donc, comme vous pouvez voir sur les images ici, on a donc pris des parasites que vous pouvez voir sur la gauche, qu'on a déposés directement dans l'estomac des anguilles. Et donc, on a déposé un nombre défini et connu de parasites, ce qui nous permet ensuite de savoir combien sur les parasites qu'on a déposés dans l'estomac se sont installés dans l'anguille. On les a ensuite donc laissé les parasites se développer dans l'anguille pendant 6 semaines. Du coup, voilà ici, non. Donc on les a laissés 6 semaines se développer dans l'anguille pour passer du coup du stade larve au stade adulte, ce qui permet ensuite d'évaluer aussi l'effet de l'algue sur le développement de ce parasite, puisqu'on pourrait se dire que l'algue pourrait retarder le développement du parasite et les bloquer au stade larvaire. Ici, donc, c'est ce que j'ai commencé à aborder. Donc, au milieu, vous avez le cycle de vie, en fait, du parasite, puisque, bon, c'est une petite aparté pour que vous puissiez bien comprendre. En fait, donc, le parasite, les femelles font des œufs dans l'anguille. Ces œufs sont évacués, donc, dans l'eau. Les œufs éclosent et font des larves L2, donc, qui est sur la droite, là. Ces larves L2 vont être consommées par des copépodes, et ensuite, donc, soit les copépodes vont être consommés par l'anguille directement, et dans ce cas, donc, les larves après vont passer de l'intestin, de l'estomac jusqu'à la vessie gazeuse, soit ces copépodes vont être mangés donc par un autre parathénique qui, lui, va être ensuite consommé par l'anguille. En fait, ce qui nous intéresse, c'est que nous, on a mis les larves au stade L3 dans l'anguille, et après ce stade L3, on a un deuxième stade larvaire L4, puis ensuite elles vont évoluer jusqu'au stade adulte. Et donc nous, on va regarder ces différents stades du développement de larves et voir donc l'effet des algues sur ce développement. Ici, donc, sur ces deux figures, vous avez donc le nombre moyen de parasites par anguille. À gauche, donc, c'est essentiellement les parasites adultes, et à droite, les larves. Et vous avez donc en premier, ici, donc le nombre total qui comporte à la fois adultes et larves. Puis vous avez seulement le nombre d'adultes, de femelles, de mâles, adultes dont le sexe n'est pas déterminé, mais aussi d'adultes nécrotiques. Et à droite, donc, il y a le nombre de larves totales, puis ensuite les larves au stade L3, puis au stade L4. Donc ce qu'on peut voir, c'est que globalement, au niveau du nombre de parasites, on n'a pas du tout de différence entre les anguilles de parasites adultes, on n'a pas de différence entre les anguilles qui ont consommé l'algue et les anguilles qui ont eu la nourriture classique. Par contre, quand on regarde au niveau des larves, là, on a un nombre significativement différent de larves entre les deux conditions, et plus précisément, on a un nombre plus important de larves dans les anguilles qui ont consommé l'algue que les anguilles qui n'ont pas consommé l'algue. Donc, à partir de ça, on a émis 2 hypothèses. Soit l'algue avait un effet bénéfique, et dans ce cas, on avait un ralentissement du développement du parasite, ce qui fait qu'on observe plus de parasites au stade larvaire. Mais dans ce cas, ça signifierait que chez les anguilles qui n'ont pas consommé l'algue, on observerait plus d'adultes, ce qui n'est pas le cas. Soit l'algue a plutôt un effet négatif, et dans ce cas, on a en fait beaucoup plus d'infestations, on a plus d'infestations des anguilles chez les anguilles qui ont consommé l'algue, et on tendrait en fait plus vers cette hypothèse, puisque quand on regarde le nombre total de parasites, même si on n'est pas significatif, on a globalement une tendance à avoir plus de parasites chez les anguilles qui ont consommé l'algue.
On a ensuite on a ensuite étudié l'effet sur la bactérie au travers donc de la survie de l'anguille. Donc de la même manière, après 4 semaines de nourrissage, soit avec l'algue, soit avec une alimentation non enrichie, on a donc infesté les anguilles avec la bactérie en injectant de la culture bactérienne directement dans l'anguille. Et on a regardé ensuite pendant 2 semaines la survie de l'anguille qui avait été, des anguilles injectées avec cette bactérie. Ici, donc, on a une figure qui est similaire à celle que je vous avais présentée sur la probabilité de survie des parasites, sauf que cette fois, c'est sur la probabilité de survie des anguilles qui ont été infestées avec la bactérie. Donc, vous avez la courbe contrôle en haut, qui reste proche de 100%, donc on n'a pas de mortalité pour nos anguilles qui ne sont pas infestées avec la bactérie, ce qui est plutôt normal. Et après, donc, on a 2 courbes qui correspondent aux anguilles infestées avec la bactérie qui ont été nourries avec l'algue et les anguilles infestées avec la bactérie mais qui n'ont pas été nourries avec l'algue, donc qui sont en rouge et en vert. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a globalement pas de différence en fait entre les anguilles nourries avec l'algue et les anguilles nourries sans algues au niveau de leur survie. On a un effondrement en fait de la survie des anguilles après environ 3 jours après l'infestation, et ensuite on n'observe pas de réelle différence sur la survie des anguilles entre les différents régimes. Donc si je reprends ma question, l'algue a-t-elle un effet préventif ou curatif sur les pathogènes de l'anguille? Au niveau du parasite Anguillicola crassus, on a a priori donc plus de larves qui pourraient être en lien aussi avec globalement un plus grand nombre de parasites total. On n'a pas observé d'effet sur le développement du parasite. Et concernant donc l'effet sur la bactérie, on n'a pas vu d'effet, de différence de survie des anguilles nourries avec l'algue ou non face à leur survie, donc avec cette bactérie. Et d'ailleurs, du coup, non, je veux dire. Et donc, si je reprends mes questions, on s'est demandé donc si une espèce était à prioriser pour des applications en aquaculture. Nos résultats ont montré qu'a priori, l'espèce Taxiformis serait à prioriser pour de telles applications. Concernant les périodes de collecte, on a pu voir, donc on avait des activités et une composition chimique qui était constante au cours de l'année. Donc on pourrait collecter notre algue toute l'année et retrouver la même activité, ce qui est essentiel pour leur valorisation. L'algue, il semblerait que l'algue soit plutôt toxique pour l'anguille, puisqu'on a vu une diminution du gain de poids, mais aussi la mise en place de processus de détoxification. Et au vu donc des résultats de l'analyse transcriptonique, on soupçonnait donc un impact sur l'immunité, un impact négatif sur l'immunité. Et quand on a regardé donc l'effet sur les pathogènes, on a bien pu voir qu'en effet, on avait plus de parasites. Et donc, on pourrait se dire que l'algue a en effet eu un effet toxique aux dépens de l'immunité qui s'est traduit par un plus grand nombre de parasites dans l'anguille. En conclusion, donc par rapport à l'objectif global de ma thèse, même si on voit bien que les algues de ce genre-là ont un fort potentiel, puisque in vitro, donc sur les parasites, elles ont bien eu un effet sur la survie, puisque les parasites ne survivaient pas exposés aux extraits de l'algue. En revanche, sur l'anguille européenne, le nourrissage, l'utilisation de ces algues en complément alimentaire, a priori, serait plutôt toxique et n'aurait pas d'effet positif sur les pathogènes de l'anguille. Donc, on a mis en lumière quelques perspectives suite à ce travail de thèse, à savoir donc qu'il serait intéressant d'identifier les molécules qui sont responsables des différences d'appétence qu'on a observées pour les anguilles, donc à identifier les molécules qui font que les anguilles préféreraient consommer l'espèce Taxiformis plutôt que l'espèce Armata. On pourrait étudier aussi le potentiel des autres stades du cycle de vie de l'algue, puisque comme vous pouvez voir ici sur la droite, donc l'algue a un cycle de vie assez complexe. Et si nous, on a étudié donc les formes qui sont ici, il y a une autre forme, donc il y a une morphologie un peu qu'on appelle en pompon, qui présente aussi, qui a été décrite comme présentant aussi des activités biologiques. Et donc, il serait intéressant de s'intéresser aussi à cette forme du cycle de vie. Dans notre étude, on a utilisé les algues en poudre. On les a données en poudre directement aux anguilles. Dans la littérature, il a été montré que l'utilisation d'extraits plutôt que d'algues en poudre pouvait aboutir à des résultats, par exemple, de la croissance beaucoup plus importante.
Alors nous, dans notre étude, on avait fait le choix d'algues en poudre parce qu'on n'avait pas suffisamment de matériel algal disponible pour permettre d'utiliser les extraits pour l'anguille. Mais c'est quelque chose qui pourrait être envisagé en optimisant l'obtention d'extraits. Finalement, on pourrait, puisqu'on a réalisé une analyse transcriptomique sur les anguilles, on a donc toujours ces échantillons-là et on pourrait aussi réaliser une analyse métabolomique, donc sur la composition chimique de ces anguilles, et relier cette analyse à l'analyse qu'on a faite de transcriptomique pour essayer de mettre en lumière des voies métaboliques directement impactées par le nourrissage de l'algue. Donc je vous remercie pour votre attention. Je voudrais remercier aussi du coup mes directrices de thèse et encadrants pour leur accompagnement tout au long de cette thèse. Et si vous avez des questions, je pourrais répondre. Ah. Alors voilà, juste tu as montré qu'il y avait des perturbations de l'habitat induites par l'homme, qui allaient perturber en fait la migration de l'anguille quand elle remonte les rivières, et qu'il y a des passes qui avaient été aménagées notamment pour passer au travers des barrages. Mais on a beaucoup parlé ces dernières semaines des phénomènes d'assèchement des rivières qu'on a notamment dans les Pyrénées-Orientales. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça serait pas une des causes majeures du déclin aussi des populations d'anguilles? Et quelles solutions pourraient être amenées pour lutter contre ce phénomène? Alors oui, ça paraît évident que l'assèchement des cours d'eau est problématique pour l'anguille, probablement plus, surtout que ça les amène à se déplacer, à changer de milieu de vie. Après, pour agir là-dessus, il faudrait agir sur le changement climatique. Donc voilà. Je pense pas qu'on puisse agir. Enfin, c'est des actions qui sont menées plutôt à hautes échelles et pas directement sur remettre de l'eau dans les cours d'eau, quoi. D'accord. Autre petite chose, les algues, si j'ai bien compris, elles sont essentiellement marines, et la majorité du stade de vie des anguilles va se passer dans les rivières. Et les anguilles, notamment sur lesquelles tu as fait des tests, c'est des civelles qui vont vivre principalement dans les rivières, et donc qui auront peu l'opportunité de rencontrer ces algues finalement durant leur croissance naturellement. Donc, est-ce que ça pourrait pas être une des causes qui fait que tu aies finalement un effet négatif sur la croissance et sur la présence de pathogènes, alors qu'en nourrissant peut-être des anguilles adultes qui seraient plus confrontées aux algues dans le milieu naturel, ça pourrait permettre d'avoir un effet plus bénéfique sur la résistance? Alors moi, bon, après, je l'ai pas forcément dit, mais donc mes anguilles, je les ai obtenues au stade civelle. Par contre, au moment où on les infeste, ce sont plus des stades civelles, mais c'est plutôt considéré comme des anguillettes au stade anguille jaune très récent. Après, c'est sûr que de base, l'anguille ne mange pas l'algue, mais le but c'est vraiment de faire de créer une alimentation complémentée au vu des activités biologiques et de la valeur nutritionnelle. Et c'est comme dans la littérature, ils utilisent des algues et des plantes sur des poissons qui pour autant ne les rencontrent pas dans le milieu naturel, et pourtant ils observent des gains de croissance et de l'immunostimulation. Et là c'est vraiment, enfin, j'ai pas d'explication pourquoi ça ne fonctionne pas sur cette espèce-là en particulier, mais à mon avis c'est pas vraiment relié au fait que est-ce qu'elle rencontre ou pas dans le milieu naturel l'algue, puisque de toute manière naturellement elle ne s'en alimente pas. D'accord. Et juste une dernière question. Tu as montré qu'il y avait un effet dose des molécules présentes dans les algues contre les pathogènes à 1 mg par millilitre, ce qui semble quand même important. Et quel est le rapport qui peut être fait par rapport à ce qui est consommé réellement par les anguilles? Donc la quantité que tu as nourrie pour les anguilles, quelle était la concentration en fait en milligrammes dans chaque repas? C'est là que justement on peut pas faire le lien vraiment. Enfin, du coup là on a testé des extraits sur les parasites,
Mais nous, on a donné de l'algue entière aux anguilles. Donc, on peut pas directement faire le lien entre extrait et algue en poudre. On sait que l'algue contient forcément ces molécules qui ont un effet sur le parasite. Après, est-ce que ces molécules sont assimilées? Est-ce qu'elles sont pas dégradées par l'anguille? Est-ce qu'elles sont pas métabolisées et que du coup, elles n'ont plus du tout d'effet une fois dans l'anguille? Voilà. Voilà, ça venait à la suite de ma question. C'est juste que les pathogènes, si j'ai bien compris, sont présents dans la vessie de l'anguille. Oui. Et on connaît la capacité, voilà, de l'urée à dénaturer les protéines. Donc, est-ce que vous avez fait des tests pour voir à quel point... Voilà. Non. Ah oui, je sais pas. Non, c'est pas une vessie, c'est juste de une vessie qui faisait les deux fonctions. C'est juste de l'air dedans. D'accord. Donc il n'y a pas de raison que les protéines soient dénaturées lorsqu'elles sont consommées. Après si, parce que pour autant, enfin, le but, ce serait pas d'agir directement sur le parasite et de le tuer. Enfin, quoique si, ça pourrait. Mais là, si on parle d'effets préventifs, ce serait plutôt de renforcer l'immunité de l'anguille qui, du coup, aurait davantage de capacité par elle-même à se défendre face à ces parasites. Mais pour autant, quand elle ingère l'algue, les molécules qui sont dans l'algue peuvent très bien être métabolisées par l'anguille elle-même et du coup passer très vite dans son corps et pas du tout impacter l'immunité. Merci. Je m'appelle Jean-Louis. Je suis doctorant depuis la semaine dernière. Oui. Docteur, pardon, depuis la semaine dernière au LGDP. Oui, donc moi c'est Margot. Et moi j'avais une question en fait par rapport au fait de réduire les algues en poudre. Est-ce que vous avez vérifié la présence des molécules chimiques en fait d'intérêt dans les algues en poudre? Oui, parce que donc l'extrait qu'on a, il est fait à partir de l'algue en poudre. Donc a priori, ces molécules sont dans l'algue en poudre. Ok, merci. C'est Carmen Palacios de Maître Conférence au CEFREM, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et du coup, je voulais savoir si vous avez pensé que, puisque les anguilles ne mangent pas les algues, mais cette algue qui mangeait, en fait, ils ne sont pas confrontés à cette algue, puisque c'est une algue qui ne se retrouve pas, où l'anguille adulte grandit. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils la mangent, parce qu'ils ne la connaissent pas. Est-ce que vous avez pensé à ça? Non, j'avoue, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais pourquoi pas, oui. Mais ça, c'était une remarque. Et après, l'autre aussi, c'était... moi, je me demande, des fois, les animaux, ils mangent... Quand ils ont besoin, ils mangent des choses qu'on ne pense pas. Par exemple, la belladonna, c'est une plante toxique, mais on sait qu'il peut soigner quand on est malade. Donc, je me demande aussi si on ne pourrait pas exposer les anguilles de façon naturelle à ces algues, comme dans la nature. Et si ceux qui sont malades, ils vont peut-être les manger pour tuer ces parasites, tu vois. Je me demande si on pourrait faire des expérimentations dans ce sens-là. Voilà, plus naturel, pas voilà. On voilà, pourrait, oui, c'est juste une question comme ça que je lance pour voilà, la discussion. On pourrait, oui, parce que en plus il a été décrit que les algues sécrètent leurs molécules en surface qui elles leur servent à se défendre contre les bactéries elles-mêmes. Donc fatalement, si on met ces algues dans un aquarium en présence d'anguilles, elles vont sécréter ces mêmes molécules qui déjà pourraient avoir aussi un impact sur l'anguille et peut-être qui pourrait la pousser à s'alimenter. Et donc mes directrices avaient fait un essai où elles ont essayé donc de voir l'effet d'une molécule pure sur des poissons en la mettant dans l'alimentation. Et en fait, ils ont observé une réduction des parasites présents sur le poisson, alors même que les poissons ne consommaient pas forcément le produit. Donc oui. Et puis après, on a utilisé à 3% l'algue, mais bon, comme on sait, c'est la dose qui fait le poison. Donc peut-être qu'en modulant un petit peu cette concentration-là, on aurait des résultats complètement différents aussi. Si finalement, imagine-toi que tout aurait sorti parfait et ton algue des tropiques, vous l'aurez amené ici, ce n'est pas dangereux.
C'est juste une question, hein, mais est-ce que ça peut pas devenir envahissante dans nos mers, tu vois? Ben pour l'instant, alors cette algue-là, donc l'autre espèce, elle commence à être détectée au niveau de Marseille et de la Corse et elle se développe aussi. Donc c'est probable que, surtout que comme elle a une répartition un peu plus eau chaude tropicale avec le réchauffement, c'est probable qu'elle finisse par être aussi envahissante et qu'on la trouve aussi. Moi, j'ai une question. J'ai pas compris. La durée de vie d'une anguille, c'est combien? Vous l'avez dit, mais j'ai pas noté. Alors dans le milieu naturel ou? Dans le milieu naturel, oui. Normalement, elle reste plusieurs dizaines d'années dans les cours d'eau. D'accord. Et donc, ma question, elle porte, donc je ne suis pas du tout spécialiste de la chose, mais j'ai lisé l'autre jour quelque chose par rapport aux poulpes et les poulpes qui vivent, on va dire, en liberté et lorsqu'ils sont en élevage. Bon, un poulpe, bien sûr, ce n'est pas une anguille. Mais je me demande, ça rejoint un peu la question, c'est-à-dire que est-ce que ce que vous trouvez dans les laboratoires est une réplique de ce qu'on trouve dans la nature, c'est-à-dire lorsque les anguilles sont en liberté, et parce que en laboratoire, en tout cas dans un aquarium, il y a une anguille, il y a pas autant d'anguilles qui sont autant d'anguilles qu'on peut trouver quand elles sont en liberté. Donc je me demande si même au niveau chimique, il y a une différence dans le comportement physiologique des anguilles qui sont, on va dire, en liberté et les autres qui seraient dans un aquarium. Alors c'est sûr et certain qu'au niveau des comportements, elles vont pas du tout avoir le même en aquarium que dans la nature. D'ailleurs, dans la nature, l'anguille est plutôt décrite comme solitaire. Nous, dans nos aquariums, on en avait plusieurs. Et donc qui commençaient à avoir des comportements à se mettre ensemble à certains endroits. Donc là, on va plutôt à l'encontre dans leur comportement naturel. Donc forcément, on voit pas forcément les mêmes comportements. Après là, l'objectif, c'était vraiment d'essayer de faire ça en laboratoire et d'utiliser ce genre d'alimentation plutôt pour de l'aquaculture. Donc que ça resterait toujours en fait sur plutôt du laboratoire et des conditions contrôlées. D'accord. Et vous aviez dans un de vos expérimentations, il y avait un groupe témoin et combien de sujets, combien d'individus il y avait dans le groupe témoin et dans l'autre? Il y avait une dizaine d'anguilles par condition et à chaque fois 3 réplicas par condition. Donc 30 anguilles en tout. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il y a Claude. On va poser la question de Claude. Oui, vas-y, tu poses la question de Claude. Non, mais c'était juste par rapport au choix des régions que tu as considérées. C'est Montréal, Marseille, etc. Il y avait derrière voilà. Alors, Moorea, c'est parce que le CRIOB a une antenne à Moorea. Oui, mais est-ce qu'il y a une spécificité environnementale, géographique et tout ça qui va changer un petit peu le comportement et puis l'évolution voilà, c'est ça. Parce que tu as fait l'évolution temporelle, mais au niveau spatial aussi, c'est important. Oui. Ben, en fait, comme donc en spatial, on avait donc des échantillons plutôt côte métropolitaine française et quelques échantillons donc de Moorea. Ce qu'on a observé au niveau spatial, c'est que les échantillons de cette espèce-là de la Méditerranée étaient différents de ceux de la Polynésie. Le problème, c'est qu'on n'avait qu'un seul, on aurait aimé avoir plusieurs endroits dans le Pacifique pour être plus représentatif de ce qui pourrait se passer en dehors de la Méditerranée. Donc, on n'a pas étudié plus que ça cette variation spatiale et on s'est concentré sur le temporel, mais bien sûr qu'il y a des différences entre les lieux de collecte. Claude, on peut dépasser la parole ou si tu veux, on lit. Oui, voilà, vas-y. Oui, mais moi aussi, je m'étais demandé les différences entre Messine, je sais pas, Banyuls, Marseille. Elles étaient peu significatives, mais en même temps, l'algue, quand elle est dans un système différent, je suppose que ça entraîne des conséquences différentes. Et je me posais la question. Plus de méthode. Bon, là j'ai bien compris. Vous pouvez, parce que je suis historienne, donc moi je peux pas découper
en laboratoire mes bons hommes pour voir quelle est exactement la cause de tel événement. Donc vous le faites, mais ensuite, une fois que vous avez expérimenté toutes les questions, et si j'ai bien compris, ça n'est pas fini. Donc vous avez découpé élément par élément pour voir les causes, les dosages, etc. Est-ce que ensuite vous faites une expérimentation plus grande, dans la nature, par exemple à Messine, à Marseille, je suppose dans un espace quand même que vous clôturez, ou je sais pas, de manière à voir comment ensuite ça fait système avec d'autres éléments que vous avez étudiés aussi en laboratoire. Oui, alors si cette alimentation en algues avait eu les effets escomptés, donc de promotion de la croissance et sur l'immunité de l'anguille, l'objectif ça aurait été de proposer une alimentation vraiment formulée à base d'algues et de la proposer ensuite dans les aquacultures qui donc élèvent beaucoup plus d'anguilles et que eux ensuite puissent donner cette alimentation à leurs anguilles de manière beaucoup plus large avec beaucoup plus d'anguilles et que donc ils puissent eux après évaluer les effets réellement sur le terrain dans leur aquaculture. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Non? Donc, à nouveau, on vous remercie d'avoir présenté vos résultats de thèse et on vous souhaite beaucoup de succès le 8 juin, n'est-ce pas? Oui. Et au-delà. Merci beaucoup. Merci à vous.